Avant de rentrer dans le fond des dossiers, retour donc sur la vie politique et la réforme territoriale avec Christian Bidault. Oui, Président Sori, bonjour. Bonjour. 42 nouveaux cantons composent la nouvelle carte départementale. Vous n'aviez pas de mots assez durs à droite pour fustiger cette réforme, et notamment les binômes hommes-femmes. Est-ce que finalement, à l'usage, on n'a pas encore beaucoup travaillé comme ça, mais est-ce que c'est une bonne réforme finalement ? Alors, Monsieur Bidault, il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, c'était surtout le découpage des cantons qui nous gênait, parce que nous considérons que le département est une collectivité de proximité, et les cantons doivent correspondre ou à un bassin d'emploi, un bassin de vie. Et on voit, on a aujourd'hui des grands cantons, jusqu'à 55 communes, jusqu'à près de 100 km de long. Je pense au canton de Courtenay, celui de Malesherbes, et là, ça pose des difficultés. Les binômes, en soi, il n'y a aucun problème majeur, et la parité, c'est, je pense, une excellente chose. Alors pour poursuivre sur le plan politique, Monsieur Sori, vous avez vu la percée du Front National aux élections régionales. On a vu aussi que c'était surtout dans les zones rurales que le Front National avait fait une percée. Est-ce que, quelque part, le Conseil, maintenant départemental, n'est pas un peu responsable de cette percée ? Alors, je pense pas du tout que le conseil départemental soit responsable de cette percée. Moi, je vois deux choses dans les élections régionales. Je vois d'abord le niveau de l'abstention et la montée effectivement du Front National, qui d'ailleurs n'est pas, est certes une montée très importante en milieu rural, mais on a vu aussi qu'en milieu urbain, il y avait une évolution sensible. Je crois que justement, le remède passe par le conseil départemental. Le remède passe par le conseil départemental parce que il me semble que nos habitants qui ont voté pour le Front National lors de ces dernières élections ne l'ont pas fait par principe, par conviction. Par adhésion, oui. Par adhésion. Ils l'ont fait, à mon avis, pour signaler une sorte de sentiment d'abandon, de laisser pour compte, et particulièrement donc en milieu rural. Or, les politiques départementales, je le disais à l'instant, sont des politiques de proximité, et il y a beaucoup d'actions, et d'ailleurs qu'on retrouvera dans notre projet de mandat, qui sont à destination de ces habitants qui peuvent se sentir quelque peu délaissés. Et vous aurez des moyens ? Et nous aurons des moyens. Alors ça, c'est un sujet effectivement qui nous préoccupe. Il y a au niveau national actuellement des négociations avec le gouvernement pour essayer de faire en sorte qu'une partie du RSA soit repris. Vous savez que le RSA, qui est géré par le département, ainsi que l'APA, d'ailleurs les politiques sociales, sont en augmentation extrêmement forte pour les raisons que l'on connaît, et sont très mal compensées, alors qu'elles devraient l'être, par le gouvernement, ce qui pose effectivement des problèmes au département. Alors justement, le RSA, les dépenses s'envolent, les aides de l'État baissent, vous le dénoncez souvent, et même si le Loiret est plutôt bon élève, avec 100 millions d'investissements par an, est-ce que vous allez augmenter les impôts ? Est-ce que vous allez baisser les dotations au collège ? Comment vous allez faire ? Alors c'est pour ça qu'on a reporté le vote du budget qui traditionnellement a lieu en décembre. Il sera en mars, dans l'attente de ces négociations. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a environ une quarantaine de départements, pas le département du Loiret, mais il y a une quarantaine de départements qui sont quasiment en cessation de paiement. On en parle beaucoup dans les journaux actuellement. Il va falloir que le gouvernement prenne des mesures, car sinon, je ne sais pas très bien comment ça se passera. Alors 100 millions d'euros pour les investissements, vous le disiez, c'est quand même une somme qui permet de faire beaucoup de choses. Il y a peu de temps, en 2010-2011, on était plutôt sur 160-180 millions d'euros. Oui. Donc on a diminué fortement cet investissement. Vous parliez certains départements qui sont presque en dépôt de bilan. Le Loiret, on est où ? On est bien ? Le Loiret fait partie du top 5 des départements en termes de dépenses de gestion, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement. C'est très important parce que ce sont les dépenses de fonctionnement, le fait de les contenir, qui permet d'avoir des budgets d'investissement conséquents. Donc on est très bien placé, mais face au RSA qui représente 85 millions d'euros et qui augmente environ de 10% chaque année, et qui n'est pas compensé alors qu'il devrait l'être, effectivement, même si on est en bonne situation, en bonne santé, ça peut pas durer comme ça, d'où notre attente forte des mesures gouvernementales. Alors vous avez présenté votre programme électoral après l'élection, c'est quand même très original. Expliquez-nous pourquoi en quelques mots.
Parce que la loi NOTRe a été votée, c'est curieux comme les lois en France sont votées, les lois un peu conflictuelles, un peu polémiques, elles sont votées toujours l'été. Vous avez remarqué. Et là, la loi NOTRe, elle a été votée le 7 août. C'est quand même formidable. Donc, les élections ont eu lieu au mois d'avril qui précédait, fin du mois de mars qui précédait, et donc nous ne connaissions pas les compétences du département. Nous ne savions juste que le conseil général allait devenir le conseil départemental, ce qui est un peu court pour faire campagne. Donc nous avons dû travailler sur un projet de mandat une fois les élections passées, mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça nous a permis de travailler en toute connaissance de cause par rapport à nos compétences, de travailler avec la minorité aussi, et de probablement de mieux avoir une appréhension financière de ce projet. Alors justement, pour préparer ce programme, vous avez fait beaucoup de concertations avec des sortes d'états généraux. Est-ce que c'est une rupture avec la méthode de votre prédécesseur Éric Deligé ? C'est une méthode, c'est ma méthode, elle n'est pas en rupture avec mes prédécesseurs que je salue et qui ont eu une action formidable pendant très longtemps. Et une bonne gestion, vous l'avez dit. Et une excellente gestion, bien sûr. Et donc, notre équipe n'est absolument pas en rupture. Après, c'est normal, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils mettent leurs pattes, comme on dit, et peut-être instaurent de nouvelles méthodes, effectivement. Ça a été facile. Oui, ça a été... les gens, de converser et de mettre en oui, place je crois qu'il y avait... le mandat 2015-2021. Voilà, je crois qu'il y avait une attente forte. Et il y avait probablement un dialogue qui s'était un peu peut-être distendu, qui n'était pas le meilleur possible. Donc, pour travailler ensemble, je pense qu'on doit pouvoir s'expliquer en toute tranquillité, en toute quiétude et sans arrière-pensée. Et c'est cet état d'esprit qu'on essaye d'instaurer. Le pouvoir use ? Le pouvoir use, bien sûr. Bien sûr, mais on s'use plus ou moins rapidement selon les gens. On va revenir un petit peu donc sur votre mandat 2015-2021 avec 4 grands axes, si je l'ai bien lu. Donc le département, vous désirez que ce soit le moteur d'équilibre territorial, vecteur d'innovation au service donc, des Loiretans. Acteur de la solidarité à tous les âges de la vie. Alors justement, le grand plan de rénovation des maisons de retraite, Éric Deligé, lui, avait effectivement eu un grand chantier, c'était les collèges. Vous, votre grand chantier, Hugues Soris, ce seront les maisons de retraite ? Alors, ça sera l'un des grands chantiers, mais vous savez, Éric Deligé n'était pas du tout usé dans l'exercice de ce pouvoir, puisque, par exemple, sur ce projet-là, précisément, il a été imaginé, alors qu'il en était encore président du département. C'est un chantier important, effectivement. On voit qu'il y a une disparité selon les maisons de retraite du département. Notre objectif et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de maisons de retraite qui soient dans un mauvais état et que partout sur le territoire, les personnes âgées puissent trouver des conditions de vie qui soient les plus agréables possibles. En termes de chiffres, c'est combien ? Alors, en termes de chiffres, si c'est en nombre d'établissements, c'est 24. Si c'est en investissement total, c'est environ 130 millions d'euros. Mais partagé, ce n'est pas que le conseil départemental. Bien sûr, nous aurons des partenaires, j'espère la région, j'espère l'État, les maisons de retraite elles-mêmes, parce qu'elles n'appartiennent, contrairement au collège, dont les bâtiments appartiennent au département, là, c'est pas le cas, à part 3 maisons de retraite qui appartiennent au département, mais pour les autres, ce sont parfois ce sont d'autres propriétaires et donc ils doivent également participer. Mais quel est le pilote en fait sur le schéma d'aménagement des maisons de retraite ? C'est le conseil départemental, c'est l'État, on ne sait pas très bien. C'est le département avec l'ARS notamment, qui travaille de concert sur ce sujet. L'agence régionale de santé. Oui, pardon, l'agence régionale de santé. Voilà, donc il y a une planification qui va être effectuée. Il y a eu un état des lieux qui a été réalisé. On sait quelles sont les maisons de retraite, on sait quels seront les montants des travaux au total et par maison de retraite. Et donc maintenant, il faut se rapprocher de ces différentes structures. C'est un plan de travail sur combien d'années ? C'est un plan de travail sur la durée du mandat. La durée du mandat, sur 6 ans. Et vous pensez que donc au bout de 6 ans, le Loiret sera au niveau de maison de retraite, le dossier sera clos ? Voilà, au niveau des maisons de retraite, c'est un chantier qui est moins important que celui des collèges que vous évoquiez. Les collèges, ça a été 600 millions d'euros. Et il en reste 3 qui sont d'ailleurs inscrits aussi dans ce mandat. Vous nous rappelez lesquels ? Alors, c'est 3 sur 2 sites, puisqu'il s'agit des 2 collèges
de Pithiviers. Aujourd'hui, il y a un collège qui est très atypique, puisque c'est le plus gros de toute l'académie. Il y a plus de 1100 collégiens. Donc là, il faut le diviser en deux, faire 2 collèges, et ce qu'on appelle le collège Nord-Est d'Orléans, donc dans le quartier de l'Argonne, qui est à reconstruire complètement. À reconstruire complètement. Complètement. Au même endroit? Non, pas au même endroit. Vous avez déplacé. Donc en lien avec évidemment la mairie d'Orléans. Voilà, c'est ça. Protection de l'environnement, c'est un dossier important. Surtout en ce moment. C'est un dossier important, et puis moi j'ai la conviction qu'on est en train de passer d'un système à un autre. Je pense qu'on se déplace, on se loge, on communique aujourd'hui, un peu, pas tout à fait comme hier, mais je pense que demain, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on se logera, on communiquera, on se nourrira différemment d'aujourd'hui. Plus localement, plus qualitativement. Je pense que les préoccupations environnementales aujourd'hui dont on parle beaucoup vont devenir des vraies réalités, car personnellement je pense qu'il y a un réel problème avec cela. Donc le rôle du département, c'est aussi bien sûr de prendre en considération cet aspect. Cet aspect et de susciter aussi des nouveaux emplois peut-être. D'être exemplaire, de susciter une nouvelle économie. Parce que je pense qu'il y a probablement une nouvelle économie à créer autour de cette thématique, et puis de mener toutes les politiques possibles dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Christian Bédot, vous vouliez intervenir sur la protection sociale. Oui, revenir sur le RSA dont vous parliez tout à l'heure. On a entendu à la dernière section qu'il y allait avoir des simplifications en matière d'aide sociale, notamment une sorte de guichet unique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui. Alors, c'est très français, je pense, et ça ne concerne pas que le social, parce qu'on a un autre projet qui s'appelle la Maison de l'Habitat et des Énergies. Aujourd'hui, quand on est usager, qu'on a besoin d'un service, que ce soit un service public, quel qu'il soit, on voit que c'est extrêmement complexe. On est baladé un peu d'une structure à une autre. Et évidemment, dans le domaine social, parfois on a affaire à des gens qui n'ont pas forcément ni les moyens de se déplacer, parfois pas les moyens de comprendre complètement comment ça se passe. Ce sont des gens qui souvent sont en difficulté, et donc il faut simplifier. Et notre objectif, c'est à la fois de favoriser l'accès aux droits des gens qui en ont réellement besoin, mais en contrepartie, de lutter efficacement contre la fraude. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 volets, et donc ce projet de guichet unique, qui s'appelle Loiret Solidarité notamment, c'est l'un des objectifs, c'est de favoriser l'accès aux gens qui en ont réellement besoin et qui ont droit. Oui, parce qu'il y a des gens d'un côté qui ne touchent pas les aides dont ils pourraient bénéficier, et puis de l'autre côté, effectivement, il y a ce qu'il faut bien appeler des fraudeurs. Bien sûr, et il faut le dire, parce que pendant très longtemps, on a tué cet aspect-là. Je pense qu'il y a les 2 volets, et il faut travailler sur les 2 volets. Loiret et Solidarité, c'est Orléans, ça va être sur tout le département, il va y avoir des relais sur les différentes villes. On est là à la définition du projet, c'est-à-dire que Loiret et Solidarité, c'est pas seulement, ça sera aussi matérialisé par des locaux, mais ça peut être une carte. Par exemple, les gens aujourd'hui, quand ils ont besoin d'une aide sociale, ils sont obligés de reconstituer systématiquement un dossier. Et les dossiers, vous voyez comment ils sont, c'est parfois extrêmement complexe à monter. Pour des gens, parfois, qui peuvent être illettrés, ne pas parler français, etc., etc. Donc, l'un des principes, ça sera d'imaginer, et alors il y a tout un travail, on en est vraiment aux prémices, d'imaginer par exemple un dossier dématérialisé qu'ils pourront avoir avec eux pour éviter justement à chaque fois de refaire l'ensemble de ces démarches. Le social, toujours, vous venez de signer une convention avec Pôle emploi pour aider les démarches justement des gens qui touchent le RSA ou qui sont dans une situation difficile. Vous allez consacrer, je crois, 9 agents à cette action. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi ça ne se faisait pas avant ? Alors oui, effectivement, on peut se demander ça, et pourquoi ce qu'on fera demain ne se fait pas aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de relever une recherche d'efficacité des 2 collectivités. Alors il y avait des gens qui travaillaient chez Pôle emploi sur ça. Il s'agit des personnes qui sont en insertion. C'est pas tous les demandeurs d'emploi. Et donc il y avait des liens entre Pôle emploi et le département. Je pense que ces liens sont renforcés. Il y a aujourd'hui une volonté de mieux travailler ensemble pour plus d'efficacité, et surtout sur tout le territoire du département.
Il s'agit de croiser vos fichiers notamment, de mieux les accompagner dans leur démarche, c'est bien ça. C'est ça, c'est-à-dire de lever un certain nombre de freins sociaux du côté de Pôle emploi, du côté du département, d'avoir un regard particulier sur les possibilités d'employabilité des gens que nous voyons dans nos services sociaux et de travailler ensemble. Je pense que on voit qu'il y a des gens pour lequel une partie, alors vous me disiez pourquoi est-ce que ça se passait comme ça, vous savez que la transversalité, c'est aussi une des particularités françaises, c'est compliqué, je vous disais tout à l'heure faciliter le parcours des gens, mais ça rentre aussi dans ce schéma-là. Il y a beaucoup d'institutions qui traitent parfois des mêmes dossiers, et je pense que nous avons intérêt à rationaliser, à travailler ensemble pour trouver une plus grande efficacité. Et pour aussi faire des économies, faire des économies au département. Pour faire des économies au système, à tout le système, mais l'objectif là n'est pas tant de faire des économies que de le rendre plus efficient et de ramener le plus possible de personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi vers l'emploi. Ces projets dont vous parlez, c'est lié aussi au développement du très haut débit. Oui, alors ça c'est un des thèmes importants de notre projet de mandature. Et là aussi c'est un sujet qui concerne l'égalité des territoires. On voit que le réseau n'est quand même pas tout à fait le même en milieu urbain, en milieu rural. C'est quelque chose qui est très ambitieux pour le département, qui est l'un des seuls en France à mener une politique avec cette ambition-là. L'ambition c'est d'ici 2020, il y ait 70% de la population qui soit raccordée à ce qu'on appelle le FTTH, Fiber to the Home. La fibre dans chaque maison. Ça veut dire amener 100 mégas dans chaque maison. Pour donner un ordre d'idée, avec environ 10 mégas, aujourd'hui on a ce qu'on appelle le triple play, c'est-à-dire qu'on reçoit la télévision, l'internet et la téléphonie. Donc, mais on sait que les usages de demain vont nécessiter d'avoir des débits beaucoup plus importants. Donc c'est à la fois constituer un réseau pour aujourd'hui et c'est constituer un réseau pour demain. Donc juste pour terminer sur ce sujet, c'est 14 communes où chaque habitant sera fibré dans notre département, pour faire court, les communes les plus importantes, et c'est 55 points de raccordement qu'on est en train d'en inaugurer certains, où il y a une montée en débit dans les milieux plus ruraux. Entièrement financé par le département ? Non, pas entièrement financé par le département. Donc là, c'est 140 millions d'euros au total. Le département va mettre un peu moins de 50 millions d'euros. Après, il y a des partenaires privés, puisque c'est dans le cadre d'une DSP. Donc, SFR Numéricable est ce partenaire privé qui lui-même va abonder. Il y a la région et il y a l'État également via des fonds européens. Donc ça, c'est vraiment un dossier important pour vous. C'est un dossier majeur. Je pense qu'on est en train de faire aujourd'hui ce qu'on a fait au début du XXe siècle avec l'électrification, avec tout ce que l'électricité a apporté dans nos campagnes. Et je pense que le numérique est une évolution qui va changer beaucoup de choses dès lors que le réseau sera accessible et installé partout. Il y a eu une réforme des collectivités territoriales et la région devient le pilote en matière économique. Néanmoins, vous voulez garder des compétences économiques. Vous n'aidez plus les entreprises, mais qu'est-ce que le département fait concrètement ? Mais ce qu'on souhaite, c'est conserver ce que la loi nous laisse, conserver l'activité que la loi nous laisse. Ce que l'on ne peut plus faire, ça c'est définitif et certain, c'est des aides directes aux entreprises. Ça sera le rôle des intercommunalités notamment et de la région. En revanche, le département peut encore agir en lien avec les intercommunalités, beaucoup, peut agir aussi dans le domaine du tourisme, qui est également une activité économique, agir dans le domaine agricole, en lien avec la région. En fait, ce que la loi dit surtout, c'est qu'il ne faut plus travailler chacun dans son coin et mener des politiques qui peuvent apparaître redondantes et peut-être pas suffisamment efficaces. Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec la région, puisque vous auriez préféré que la région bascule à droite, il faut bien le dire. C'est curieux, les journalistes me posent souvent cette région. Je ne suis qu'un journaliste. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une question qu'on peut se poser. Je crois qu'il y a un temps pour... Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le débat d'idées, il y a un temps pour les bilans et pour les projets. Et puis une fois que les élections sont passées, c'est à mon sens le temps de travailler pour le territoire et ses habitants. Et donc je n'aurai aucune difficulté, j'en suis persuadé personnellement, à travailler avec François Bonneau. Mais que va devenir le bras armé de la politique économique du département notamment, c'est-à-dire Loiret et Orléans? Est-ce qu'ils vont basculer à la région? Est-ce que... Non, enfin il va falloir discuter avec la région, voilà. Mais ce qui est
clair, c'est que ce bras armé du développement économique, qui a été porté beaucoup par le département et par l'ADEL, qui est un outil du département, est un outil qui est quasiment unique en France. Et donc, je crois que pour la région, c'est un avantage d'avoir cet outil, et je ne pense pas que la région soit dans un état d'esprit de casser ce qui fonctionne bien. Donc, et ce n'est pas non plus l'état d'esprit de Loiret-Orléans Éco d'être un franc-tireur. Donc, je pense là aussi que région et développement économique et les structures existantes, dont Loiret-Orléans Éco, vont savoir travailler ensemble. Je change tout à fait de sujet, on va parler un petit peu culture. Vous voulez un soutien donc lisible et efficace aux arts et aux artistes pour une nouvelle politique culturelle. Qu'est-ce que vous voulez amener ? Ce qu'on veut amener, c'est qu'il y avait un peu bon, c'est un vilain terme, et puis c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit dans beaucoup de collectivités à une époque qui est la résultante d'une époque où il y avait plus de moyens, il y avait un peu de saupoudrage. Et je pense qu'il faut mener une vraie politique culturelle en faisant des choix, en recentrant un certain nombre de choses, en ayant un dialogue là aussi plus important avec les compagnies théâtrales, avec les orchestres, pour arriver à avoir plus de cohérence sur l'ensemble de notre territoire. Est-ce que vous avez une ligne bien définie par rapport à la culture ? Ce sera plus le cirque, le théâtre, la chanson ? Non. On restera dans les différentes thèmes de la culture. On ne va pas se dire on exclut la musique. Sans faire d'exclus, en disant cette année on travaille plus sur telle région. Alors il pourra y avoir... Aujourd'hui on n'en est pas là. Ce que l'on peut dire, c'est que un peu le navire amiral de la politique culturelle départementale, c'était le Festival de Sully et du Loiret, dont on a l'ambition plutôt de le développer, parce que je pense que pour le rayonnement de notre territoire, c'est un très beau festival, et la politique culturelle du département sera menée avec beaucoup d'envie et j'espère d'efficacité. Christian Bidault. Est-ce que vous en avez parlé avec Olivier Carré, qui semble lui aussi avoir des nouvelles idées pour la culture à Orléans ? Oui, mais je travaillais bien avec Serge Groix et je connais bien Olivier Carré. Et donc, on a bien évidemment l'envie l'un et l'autre de travailler ensemble, de ne pas être dans une concurrence de territoire qui serait complètement une approche idiote des choses. Et je suis optimiste sur le fait d'arriver à trouver des synergies et faire des choses intelligentes ensemble. Sans transition, revenons sur une des compétences du département, les routes. Il y a une polémique avec un petit peu votre concurrent, votre adversaire écologiste sur le pont de Jargeau. Est-ce que vraiment ça va assainir la circulation dans cette région ? Toutes les études le démontrent. Il suffit d'aller... que tous ceux qui sont opposés au pont de Jargeau aillent à 8h30 à Jargeau et restent une demi-heure dans le bouchon, et à 18h ou de la même façon. Je pense que pour les habitants de Jargeau, c'est une véritable nuisance. Et il me semble que ce pont est une nécessité. Dossier à suivre. Dossier à suivre et à construire. Absolument. Samedi 23 janvier, vous recevez donc les maires du département. Quel est le message que vous voulez leur faire passer ? Alors, on a un certain nombre de choses à leur dire aux maires du département, et je suis ravi de les accueillir pour la première fois. D'abord, une équipe à présenter, une équipe départementale qui a été renouvelée depuis la dernière réunion qui a eu lieu au mois de janvier 2015. Un contexte à expliquer, un contexte aussi qui a beaucoup évolué dans l'année passée, et puis un programme aussi, le projet de notre mandat à présenter, à expliciter, et donc il y aura beaucoup de choses, et puis un intervenant aussi qui expliquera un peu de l'organisation territoriale telle qu'on peut l'imaginer demain, compte tenu des changements récents qui ont bouleversé un peu le paysage, avec les régions redécoupées, pas la nôtre, mais les cantons redécoupés, etc., etc.